Bonjour Emmanuel, Bonjour Domiti, merci d'être le nouvel invité de ces astro-rencontres de l'AFDAF. Bienvenue, et merci de m'avoir invité. avec grand plaisir. Donc ma première question est toujours la même, c'est une sorte de tradition. Est-ce que tu veux bien te présenter à travers ton thème natal? Alors, je veux bien effectivement partager mon thème natal. Le voici, est-ce que c'est bien ton thème? Alors, ça a l'air d'être mon thème, hein, donc il n'y a pas d'erreur. Et donc, comme j'imagine que cette visio va être vue par un certain nombre d'astrologues, eux-mêmes vont de toute façon pouvoir tout de suite étudier ce thème. Si on le fait d'une manière classique, on va dire que je suis cancer, ascendant cancer, avec la lune en bélier, avec un amant en bélier d'ailleurs. Et donc ce côté cancer va donner évidemment une sensibilité cancer, et puis un intérêt entre autres pour la famille, bien évidemment, qui a un rôle important. Et avec cette lune en bélier, donc la lune en bélier, ça va donner mon côté actif, dynamique. Et en plus, il y a Mars en bélier, il y a le nœud sud en bélier. Donc ce côté bélier est très très important dans mon thème, on va y revenir un peu après. Et puis on voit aussi qu'il y a un peu de monde dans le signe du lion, parce qu'on a Mercure, Uranus, Cérès. Et puis après, ce qui m'intéresse moi en astrologie karmique, c'est principalement l'axe des nœuds lunaires. Le nœud sud est en bélier, en maison 11. Le nœud nord est en balance, en maison 5. Alors, l'axe des nœuds lunaires, moi, c'est un peu la colonne vertébrale de l'interprétation en astrologie karmique, puisque moi, ce que je fais, c'est de l'astrologie karmique. Et donc, c'est de comprendre, en quelque sorte, avec quels atouts et quelles difficultés on vient. Ça va correspondre au nœud sud et aux indices karmiques qui parlent du passé, comme par exemple la lune noire. Et puis, le chemin à parcourir, et ce chemin à parcourir, c'est de garder les qualités du nœud sud, bien évidemment, et de développer, d'explorer les qualités, les comportements du nœud nord. Donc là, c'est une invitation à développer le côté balance, donc l'importance de la vie relationnelle, l'importance de l'échange, du partage, de l'écoute, et la maison 5. Alors la maison 5, c'est un peu l'analogue, bien sûr, parce que moi je travaille avec le tableau des analogies, donc si une maison planète, c'est l'analogue du soleil, c'est l'analogue du lion, et donc c'est la capacité d'affirmer qui on est, mais aussi de rayonner, et pas de rayonner dans un but égocentrique, mais de rayonner, comme je dirais, le soleil rayonne, et le soleil rayonne pour tout le monde, dans le but d'aider tous les êtres à pousser. Et donc ça, c'est aussi ce nœud nord en maison 5. Ok, merci Emmanuel. Bon, tu as déjà un petit peu répondu à ma question suivante à travers ton thème. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'astrologie que tu pratiques? Tout à fait. Donc moi, ce que je pratique, c'est de l'astrologie karmique. Alors l'astrologie karmique, c'est une astrologie qui se base sur une croyance, que tout le monde n'est pas obligé de partager, bien évidemment, qui est la croyance dans les vies successives. Et la deuxième croyance, qui est en lien avec la croyance dans les vies successives, c'est la loi du karma, c'est-à-dire comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de notre passé, et que la manière dont on va le vivre va être la cause de notre futur. Quand on arrive, en fait, quand un enfant arrive, il arrive avec déjà comment dire, un karma, c'est-à-dire des empreintes par rapport à ce qu'il a pu vivre dans ses vies antérieures, donc des conditionnements. Et le karma, en fait, c'est vraiment les empreintes qui sont dans notre esprit. Ça n'a rien à voir avec la notion de punition, parce que parfois en Occident, on confond karma et punition, donc ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est plutôt des habitudes. Et le Dalai Lama a une très belle phrase, il dit: «Ce qui se réincarne, ce sont les habitudes». Et donc, effectivement, nous arrivons avec des habitudes. On arrive dans un certain milieu familial, avec une certaine éducation, on va rencontrer différentes situations, et tout ça, c'est la projection, en quelque sorte, de notre esprit. Donc, il y a des empreintes qui sont sympathiques, qui créent plutôt du bien-être. Et puis, il y a des empreintes que nous, on qualifie de névrotiques, qui vont nous amener à créer de la souffrance ou à rencontrer des situations de souffrance. Et ça va être intéressant de repérer quelles sont ces empreintes, quelles sont ces habitudes, quels sont ces conditionnements, et de trouver les antidotes. Alors les antidotes, évidemment, par rapport à ce que dit le nœud sud, c'est le nœud nord, les qualités du nœud nord. Et donc, c'est une invitation, et c'est ça notre chemin de vie,
en gardant les qualités du nœud sud. Par exemple, avec un nœud sud bélier, il y a un côté dynamisme, il y a un côté action, mais le nœud nord balance, par exemple, bah, propose que ça ne se fasse pas, seulement à partir de mon unique volonté, de mon unique désir, mais aussi dans un dialogue avec l'autre et donc on va aller explorer le nœud nord. Et puis il y a d'autres indices karmiques, évidemment, qui sont très importants dans le thème. Il y a la lune noire, qui est une mémoire de traumatisme dans des vies antérieures et qui nous amène parfois à créer aussi, de la souffrance ou à ressentir de la souffrance et puis à essayer d'en faire, énormément pour, sortir de cette mémoire de traumatisme. Donc il y a un équilibre à trouver, il y a une compréhension à trouver. Il y a les planètes rétrogrades qui sont ce qu'on appelle nous des chantiers où on est invité à comprendre la signification de la planète et à développer son énergie d'une manière, positive. Il y a bien sûr toutes les planètes qui sont en aspect à l'axe des nœuds, donc ça c'est très, très important, que ce soit des aspects difficiles ou que ce soit des aspects facilitants. Et dans l'astrologie que je pratique, on va aussi, utiliser Chiron, on va utiliser Vesta et puis il y a un lien aussi avec le transgénérationnel, parce qu'il y a un karma individuel, mais il y a un karma familial et le transgénérationnel, ça va être les maisons d'eau, la maison 4, la maison 8, la maison 12 et tout ça va nous permettre de comprendre un petit peu comment on fonctionne et c'est ça qui est intéressant, c'est comment notre esprit fonctionne, comment ça se passe en nous et donc comment, du coup, on agit à partir de ces conditionnements et puis retrouver une possibilité de libre arbitre, retrouver une possibilité de choix. C'est-à-dire que nous ne soyons pas soumis complètement au conditionnement du passé. Ok, merci beaucoup Emmanuel, très clair. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant comment la vie t'a amené à l'astrologie? Alors absolument. Donc, ça ne date pas d'hier, Ah, puisque j'avais 15 ans et avec 2 amis, nous avons eu une je dirais une adolescence philosophique. C'est une adolescence où on réfléchissait au sens de la vie, au sens de l'existence, à la spiritualité, à la religion, à tous ces sujets-là. Et donc, un de mes amis change de professeur de piano. Et sa nouvelle professeure de piano, en fait, fait de l'astrologie. ah. Et du coup, on va la voir, et puis on discute avec elle, et elle va nous ouvrir à tous les sujets qui m'intéressent encore aujourd'hui, que ce soit l'astrologie, que ce soit la réincarnation, que ce soit la spiritualité, que ce soit l'ésotérisme, voilà, tous ces sujets-là. Et donc, elle va nous parler de son expérience. C'était quelqu'un qui était vraiment une initiée, qui avait des vraies expériences, et puis qui nous fait lire des tas de livres. Et un jour, je lui dis, bah, écoutez, apprenez-moi l'astrologie. Et elle me dit, non, débrouillez-vous. Et donc j'habitais Lille, et à Lille, pour les nordistes qui écoutent cette visio, il y avait une librairie qui s'appelait la librairie du Verseau, qui portait bien son nom, et où on pouvait trouver des tas de livres passionnants sur tous ces sujets. Donc j'ai été chercher les livres, et j'ai appris à monter un thème, puisque à l'époque, il n'y avait évidemment pas d'ordinateur. Et donc une fois que j'ai appris à monter un thème, là j'ai pu discuter avec cette dame pendant peut-être une vingtaine d'années, et vraiment, elle nous a fait entrer dans la philosophie de l'astrologie. Et puis, à un moment donné, bah, elle est passée de l'autre côté, elle a quitté son incarnation. Et là, mon épouse m'a offert un livre qui s'appelait l'ABC de l'astrologie karmique. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai dit, ça, c'est l'astrologie que je veux pratiquer. Parce que ça réunissait vraiment toute cette dimension philosophique des vies antérieures et successives et la pratique de l'astrologie pour se comprendre et pour trouver son chemin de vie. Donc j'ai suivi tout cet enseignement, j'ai rédigé un mémoire qui a été aussi à l'époque validé par le RAO, qui était le Rassemblement des astrologues occidentaux à Lyon. Et à un moment donné, j'ai encore attendu un an, et puis je me suis installé comme astrologue. Et quand je me suis installé comme astrologue, ça faisait exactement 30 ans que j'avais découvert l'astrologie. Et c'est le moment où Saturne, qui est rétrograde dans mon thème natal, est devenu direct. Comme quoi, les choses ne se font pas à n'importe quel Ah, moment. Et c'est là que j'ai commencé à faire des consultations, à faire des conférences et à écrire un livre. ok. Et les deux amis avec lesquels tu étais
Ils se sont aussi intéressés à l'astrologie ou il y a eu que toi dans ce groupe qui est allé plus loin? Non, je suis le seul à vraiment avoir été plus loin. D'accord. L'un des deux est médecin homéopathe, l'autre est toujours intéressé par l'astrologie, mais ils n'ont pas développé la pratique. Ok. Et donc, tu es devenu astrologue en quelle année? Donc, donc il faut que je calcule, puisque j'avais 45 ans, et donc, Bah, tu avais 45 ans, quoi. oui, c'est ça, j'avais 45 ans, et je suis né en 1958, donc voilà, donc je laisse les gens faire le calcul. Ok, ça marche. Merci pour cette histoire. Est-ce que, Emmanuel, tu aurais une anecdote de consultation à nous raconter? Alors évidemment, il y a beaucoup d'anecdotes parce que chaque consultation, je dirais, est une rencontre. Chaque consultation est une aventure. Mais je vais te raconter quand même une petite histoire, toute simple. Donc, je reçois une dame et à chaque fois que je reçois quelqu'un, pour placer le cadre philosophique dans lequel la personne se trouve, ça fait partie des invitations du code de déontologie de l'AFDAF. Donc, je demande à cette personne à quoi vous croyez par rapport à la mort? Est-ce que vous croyez à la réincarnation? Et elle me dit, bah écoutez, j'y crois depuis un mois et ça m'ennuie. Ah, Donc je lui dis, tiens, et pourquoi ça vous ennuie? Et elle me dit, bah ça m'ennuie parce que depuis un mois, j'ai compris que j'étais responsable de ma vie. Et ah, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle formulation de l'intérêt de cette philosophie. hmm. Je comprends. Belle anecdote et simple, efficace. Merci, Voilà. Emmanuel. Ok. Est-ce que, hormis le livre que t'as offert ta compagne il y a des années de ça, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué pendant ton parcours d'astrologue? Alors, je pense que d'abord, il y a plusieurs auteurs qui m'ont marqué. Et avant que j'entre vraiment dans la philosophie de l'astrologie karmique, je parlerai des livres de Lise Green. Oui. Donc évidemment, Lise Green, qui a une manière très contemporaine, très moderne, en quelque sorte, de présenter l'astrologie en faisant le lien avec la psychologie. Donc ça, c'était passionnant à découvrir. Donc ensuite, j'ai découvert les livres sur l'astrologie karmique. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer à un colloque à Bordeaux Jean Delarche. Alors Jean Delarche, c'était un chercheur en astrologie et il a créé lui-même un enseignement qui s'appelle l'astrologie transcendantale. Mais ce qui m'a intéressé dans la rencontre avec Jean Delarche, c'est que Jean Delarche s'interrogeait en disant il y a 12 signes et il y a 10 planètes, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc il a fait des recherches pendant des années pour voir quelle pourrait être la 11e et la 12e planète. Mhm. La 11e planète, eh bien, il a trouvé Cérès, qui pour lui, donc j'ai adopté ce point de vue, est le maître du signe de la Vierge. Et donc le maître analogique, évidemment, de la maison 6. Et quand je l'ai rencontré, il réfléchissait pour essayer de trouver la 12e planète. Alors il était déjà âgé et j'espérais qu'il ait le temps d'aller jusqu'au bout de sa recherche. Il a eu le temps d'aller jusqu'au bout de sa recherche et il a proposé en fait que ce soit Corée qui soit le maître du coup du Taureau. Il faut Hmm. savoir qu'en 1958, Robert Amblin avait écrit un petit livre qui s'appelle La 10e planète, Corée ou la 10e planète, où il avait déjà émis une hypothèse qu'on pouvait utiliser Corée. Donc, quand Jean Delarche a édité son livre, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, je me suis dit, je vais tester Corée. Parce que je pense qu'il faut être pragmatique. Il y a des tas d'astrologues, des tas de formes d'astrologie. On est dans un monde le monde du symbolisme, donc pas dans un monde scientifique. Donc il y a des formes différentes d'astrologie qui peuvent parfaitement fonctionner. Et je me suis dit, bon, est-ce que pour moi ça fonctionne? Donc je me suis donné un an pour tester Corée. Et au bout d'un an, je me suis dit, ok, maintenant je prends Corée comme le maître du taureau. Alors, mon parcours astrologique, en fait, il est imprégné de ce que j'ai pu comment dire, découvrir, par exemple dans les livres de Lise Green et pas seulement, bien sûr, dans l'astrologie karmique, dans Jean Delarche aussi, les œuvres de Jean Delarche, dans ma pratique de la consultation, parce que finalement, on apprend l'astrologie en pratiquant. C'est-à-dire qu'en repérant dans les consultations comment les symboles s'incarnent, et ça s'incarne d'une multitude de manières différentes, et puis aussi dans la philosophie orientale, et en particulier dans le bouddhisme, qui permet aussi de comprendre le fonctionnement de l'esprit, qui offre aussi des pratiques pour observer ce fonctionnement de l'esprit, et de comprendre aussi comment on peut sortir
je dirais des fonctionnements névrotiques. Ok. J'étais avec toi là. D'un seul coup, t'arrêtes ta phrase. J'étais pas prête. Ah, désolé, je vais ralentir. Ah non, non, c'est parfait, c'est parfait. Non, non, mais il y avait plein de questions aussi sur Corée qui se bousculaient dans ma tête. Je crois que Corée est après Pluton, hein. C'est ça, Corée est une révolution très lente, c'est hein. très lente, très, très lente, oui, bien sûr, plus de 300 ans. Donc oui, oui, c'est très, très lent. Ça veut dire que là, dans les thèmes, on voit vraiment que c'est par génération que Corée est actuellement, il est, dans le signe du Cancer, par exemple. Donc moi, quand je suis né, il était dans le signe du Taureau et il met beaucoup de temps dans un signe, bien sûr. Hmm. Ok, ok. Bon, on pourrait parler de tout ça pendant des heures, mais on attendra le 24 mai. Voilà. Emmanuel, si le Emmanuel ici du 17 février 2025 pouvait souffler un conseil à l'Emmanuel débutant en astrologie, ce serait lequel? Ah ça, c'est une question originale. Mmh, quel, moi, le conseil, moi, que je me donnerais à l'Emmanuel débutant et que je donne aussi, puisque j'ai l'occasion de transmettre l'astrologie karmique, d'enseigner l'astrologie karmique, je pense qu'il faut toujours revenir à la compréhension du symbolisme. Parce que c'est vraiment quelque chose de très vaste. C'est-à-dire que si on travaille à partir d'un quelconque symbole astrologique, le soleil, la lune, Uranus, ce qu'on veut, en fait, c'est de comprendre, toutes les possibilités que révèle le symbole. Et donc il faut y aller, il faut y retourner, il faut y retourner. Récemment, donc c'était au mois de février, j'ai donné un séminaire sur les transits en astrologie karmique et la première chose qu'on a fait, c'est juste de se rappeler les mots clés en rapport avec chaque symbole. C'est-à-dire, quels sont les mots-clés qu'on va associer au transit du soleil? Quels sont les mots-clés qu'on va associer au transit de la lune, et cetera, et cetera. Et en fait, toujours revenir à ça, parce que quand on interprète un thème, quand on est face à un consultant, ça va être très important d'imaginer les possibles. Comment ça peut vivre chez la personne? Comment ça peut se retrouver dans la vie de la personne? Et je pense qu'on n'a jamais terminé, comment dire? De comprendre, toute la richesse des symboles. Hmm. Ok. Merci pour ce conseil. Comment tu entres dans un thème? Est-ce que tu as une routine Oui, particulière? oui, j'ai une Ah, routine particulière. Donc en fait, raconte. quand je dois, préparer une consultation, donc je sors évidemment le thème natal, le thème de progression et le thème de transit du moment de la consultation. Le thème natal, la première chose que je fais, c'est de repérer évidemment l'axe des nœuds lunaires et de repérer les régents karmiques. Quels sont les régents karmiques du nœud sud? Quels sont les régents karmiques du nœud nord? Donc ça, c'est la première chose que je fais. Ensuite, je vais repérer les planètes rétrogrades. Donc ça, c'est aussi très, très important et ensuite, je vais repérer quels sont les aspects que les planètes font à l'axe des nœuds. Donc ça, c'est mon point de départ pour entrer dans un thème. Je vais repérer aussi s'il y a ce que j'appelle des conjonctions remarquables ou des amas, parce que je sais qu'il va falloir que, je m'y penche au niveau de l'interprétation. Si la personne a une question particulière, à ce moment-là, je vais aller repérer les significateurs de cette question et comment les significateurs de cette question, dans son thème de naissance, sont en jeu. Ensuite, je regarde le thème de progression et dans le thème de progression, je regarde quelles sont les conjonctions importantes au moment de la consultation. C'est en gros de quoi ça va parler et s'il y a aussi des aspects importants à l'axe des nœuds. Alors évidemment, dans les progressions, il faut que les aspects soient très, très précis, hein, 1 degré d'orbe et après je regarde les transits et là, dans les transits, il y a une méthode d'interprétation en astrologie karmique, puisqu'on va d'abord privilégier les transits des nœuds lunaires, les transits de la lune noire, les transits sur les nœuds lunaires, les transits sur la lune noire, et puis après, on va aller regarder toutes les planètes lentes en transit et quels sont les aspects qu'elles font avec le thème natal. Et puis, s'il y a donc une thématique particulière, eh bien, on va aller voir ce que racontent les significateurs de cette thématique, que ce soit dans le thème de transit ou que ce soit dans le thème natal. Donc il y a déjà tout un travail évidemment de préparation qui permet et on n'est pas dans un travail encore d'interprétation, hein, mais c'est un travail qui permet d'entrer, j'ai envie de dire, dans la structure du thème.
d'entrer dans la manière dont le thème, résonne. Et après, si on travaille sur les synestries, on va faire un travail de synestrie, on va faire un travail de thème composite. On va bien sûr, approfondir ensuite l'étude. Ok, ça m'a l'air très bien organisé tout ça. Bah, je pense qu'il faut une méthode pour pouvoir lâcher la méthode. Ça veut dire que quand on est en consultation, il y a autre chose qui se joue et il y a la relation avec la personne. Il y a ce pourquoi elle est vraiment venue et ce n'est pas forcément ce qu'elle nous a dit quand elle a pris le rendez-vous et on le voit parce que dans la consultation, quand on touche à ce qui est important pour la personne à ce moment-là, l'énergie de la pièce change et l'attitude physique de la personne change. Donc, parfois, c'est pas la peine de travailler tout le thème en consultation. La personne, elle a une problématique, elle a une préoccupation, et c'est là-dessus qu'on va travailler. Il peut m'arriver de passer, les consultations durent 2 heures en général, il peut m'arriver de passer 1 heure juste sur un aspect, parce que il faut qu'on comprenne comment cet aspect a influencé la personne dans son vécu, comment éventuellement cet aspect a pu bloquer la personne dans son épanouissement ou de son évolution. Et en fait, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Et souvent, je dis aux gens qui viennent me voir en consultation, je vous pose des questions, mais toutes les questions viennent du fait que je regarde votre thème. C'est-à-dire, il n'y a pas de questions qui arrivent par hasard. Donc, mais les questions, c'est pour comprendre. Moi, je connais les thématiques, mais je ne sais pas comment elles se sont incarnées. Et donc, c'est pour comprendre comment ces thématiques s'incarnent dans la vie du consultant. Et du coup, il y a tout ce côté relationnel qui entre en jeu. Et puis aussi, il y a le côté intuitif. Mais pour moi, l'intuition doit arriver après, parce que sinon, on peut, comment dire, confondre l'intuition et l'imagination. Donc, on a une méthode de travail, une méthode, voilà, pour entrer dans le thème. On a le ressenti de la personne qui est en face de nous et ensuite on a l'intuition et l'intuition parfois c'est, de dire quelque chose et on ne sait pas trop pourquoi on dit c'est quelque chose, mais on sent qu'il faut le dire et à ce moment-là, on sent que ça résonne chez la personne. On valide toujours ce qu'on dit, hein, par rapport à notre consultant bien sûr et on sent que c'est peut-être ce qui va permettre une prise de conscience ou, permettre, un déblocage. Il y a un astrologue américain qui s'appelle Stephen Arroyo qui, dans un livre qui doit s'appeler Karma et transformation, si je me rappelle bien, donc à la fin, dans le dernier chapitre, parle de la médiumnité de l'astrologue et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire, je pense qu'à force de faire des consultations, on va développer une sensibilité, on va développer des antennes, on va développer une réceptivité et ça entre donc en compte dans la consultation, pourvu qu'il y ait une base solide au niveau, du symbolisme. Hmm. Ok, ok. Très bien. Merci Emmanuel. Si tu pouvais recevoir chez toi ce soir n'importe quel astrologue, qu'il soit décédé ou vivant, qui inviterais-tu? Oh, j'inviterai, la dame dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ah, la professeure de piano? C'est ça, Ah, c'est elle que j'inviterai. ok. C'est elle que j'inviterai bien évidemment parce qu'elle, elle faisait elle-même des recherches. C'est pas quelqu'un qui faisait, des consultations, d'une manière publique, hein, mais elle faisait elle-même des recherches et je me dis que comme, maintenant elle a fait un petit séjour de l'autre côté, probablement qu'elle aurait des supers informations à me transmettre. Ah bah oui. Et elle s'appelait comment? Ah ça, je le garde pour moi. Ah, ok. C'est un secret. Voilà. Ça marche. Alors, Emmanuel, le samedi 24 mai prochain, on aura la chance d'accueillir à Lille le congrès régional de l'AFDAF. Je dis on parce que j'habite à Lille aussi. Tout à fait. Donc, amis lillois, bruxellois, même parisiens, enfin, du nord, du grand nord de la France, on a hâte d'y être et de vous y retrouver. Et donc, toi, tu vas donner une conférence ce jour-là que tu as appelée Comment contribuer à l'harmonie du monde. Est-ce que tu veux bien nous en toucher quelques mots? Tout à fait, puisque le thème du congrès, sauf erreur, c'est comment va le monde? Et je pense que si on regarde, le monde, on se dit qu'actuellement, c'est quand même pas, tout à fait simple et complexe. Mais, bon, une fois qu'on a fait ce constat, la question c'est nous, qu'est-ce qu'on peut faire?
par rapport à la manière dont le monde se déroule et vit. Et du coup, l'astrologie karmique, c'est pas du tout une astrologie mondiale, c'est vraiment une astrologie pour aider les personnes. Et la question, du coup, c'est à partir de notre thème, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à l'ordre du monde? Il y a une notion orientale qui est très intéressante, qui est la notion de dharma. Et le dharma, justement, c'est l'ordre du monde, c'est l'harmonie du monde. Et la question, c'est comment peut-on contribuer à l'ordre du monde, comment peut-on contribuer à l'harmonie du monde? Et le thème individuel, dans le thème individuel, il y a la notion de svadharma. Et svadharma, c'est notre chemin à nous, personnel, c'est justement notre contribution. L'idée, c'est de trouver euh, quel apport on peut amener, comment on peut être bénéfique dans l'ordre du monde à partir de la compréhension de notre thème, à partir de ce que le thème nous révèle sur nos difficultés, nos blocages, nos qualités, nos atouts. Et du coup, le thème va nous donner des orientations pour essayer d'être bénéfique. Et donc, ça va être ça l'objet de ma conférence, c'est repérer le Svadharma, c'est repérer notre participation à l'harmonie du monde. Hmm. Merci, Emmanuel. Ça donne envie d'être au 24 mai. Si tu pouvais laisser ici une question à l'astrologue que je vais interviewer après toi, ce serait laquelle? Ben, moi, ce qui m'intéresse le plus peut-être dans l'astrologie, c'est la consultation. C'est cette relation qu'on a avec la personne qui vient nous voir. C'est la découverte aussi de son existence, c'est la découverte de son chemin. Et ma question, ce serait comment cet astrologue vit la consultation. Ok. Je crois que j'ai pas bien compris la question. Alors, je vais te dire la question, c'est-à-dire, pour cet astrologue, euh, comment il vit les consultations, comment il ressent ce moment de la consultation, D'accord. qu'est-ce qu'il essaye de faire passer, qu'est-ce qu'il reçoit aussi quand il est en consultation. Ok, 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 ça va. Merci pour cette question. Je comprends, je comprends. C'est ok. Bon, alors maintenant, on va écouter la question que l'astrologue précédent t'a laissée. Alors peut-être que tu l'as vue Non, sur je ne l'ai pas YouTube. vu. Non, j'ai pas Ah, vu. J'ai pas vu. ok. Alors il s'agit de Tristan Balguerie. Est-ce que vous connaissez A ou... priori, non. Non? Ok. Tu vois qui est-ce ou même pas? Pas du tout. Non? Ok. Bon, il est très sympathique et Bon, très pertinent. Je te le recommande fortement. super, Ok. super. Donc je vais te partager mon écran pour que tu prennes connaissance de sa question. Alors, c'est une question très orientée par rapport à moi-même, mais peu importe. Je lui dirais, es-tu prêt à remettre en question tes connaissances et tes croyances et à entrer dans une vraie recherche avec d'autres astrologues? En fait, il te demande ça parce il développe petit à petit la mise en place d'une école dans laquelle la recherche est quelque chose de très important et sa question est clairement orientée par D'accord. rapport à ça. Alors, il y a pour moi deux aspects dans sa question. La question de la remise en question de mes croyances et la remise en question, je dirais, de ma technique astrologique. Donc là, la réponse est oui. Ça veut dire que je suis constamment en train chercher, de chercher à comprendre. Je n'arrête pas de lire des ouvrages sur le karma. Je pratique moi-même la méditation, j'enseigne la méditation aussi. Et donc, dans le cadre de la méditation, j'explore tout ce qui se passe dans l'esprit. Euh, Au niveau de la technique, j'essaye de comprendre de plus en plus comment ça fonctionne, comment les aspects fonctionnent, tout le symbolisme dont je te parlais tout à l'heure. Donc, je dirais que je suis dans une recherche. Je n'ai pas l'impression de me dire, OK, je suis arrivé et puis tout va bien. J'ai vraiment l'impression, tu sais, c'est Socrate qui disait, l'important, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Hmm. Et donc, bah, je ne connais pas toute l'astrologie, c'est absolument évident, et je ne connais pas toute l'astrologie karmique. Donc, il s'agit toujours d'apprendre.
Après, quel que soit l'intérêt de sa méthode et de cet astrologue dont j'ignore tout, que je ne connais absolument pas, je ne vais pas non plus me disperser. C'est-à-dire que, par exemple, il y a l'astrologie mondiale, c'est super intéressant, mais je ne vais pas chercher dans l'astrologie mondiale. Hum, Il y a l'astrologie horaire, c'est super intéressant. Je l'utilise un tout petit peu, mais je ne vais pas chercher à être spécialiste. Il y a l'astrologie médicale, etc., etc. Il y a l'astrogéographie, je crois, je sais pas, l'astrocartographie. cartographie, et Oui. voilà, je trouve ça super intéressant. Mais voilà. Voilà. Donc, mon choix est de ne pas me disperser Hum, dans des formes différentes d'astrologie, mais d'essayer de comprendre de mieux en mieux l'astrologie karmique. hum. Ok, très bien. Merci Emmanuel pour cette réponse à Tristan. Alors, j'ai une dernière question à te poser. Ça fait un moment que je ne l'ai pas posée, celle-là, mais comme tu as été ultra efficace dans tes réponses et tout, on a un peu de timing. Bon, Euh, je vais te poser une question concernant la VDAF. oui. Qu'est-ce que tu attends de la VDAF? Est-ce que tu aurais, qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien, ou est-ce que même tu aurais une idée folle pour la VDAF dans les prochains mois ou années? Alors, concernant l'AFDAF, je dirais que nous sommes sous la présidence de Marc Brun et je pense que Marc a un vrai dynamisme et il amène énormément dans cette fédération des astrologues francophones avec des propositions très différentes, avec des congrès national, régional, avec des visios. Voilà. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y ait la possibilité pour quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie, soit en tant que consultant, soit en tant qu'apprenti astrologue, d'avoir un lieu de référence. Et je pense que l'AFDAF est ce lieu de référence. C'est ce lieu de référence parce que, en même temps, il propose différentes formes d'astrologie et en même temps, il accepte les astrologues à partir du moment où ils acceptent la déontologie de l'AFDAF. Donc, ça donne ce lieu de référence et du coup, ça ouvre aussi les esprits puisqu'on a des tas de possibilités d'écouter des visios, des conférences sur des tas de sujets. Donc, moi, je dirais qu'à cet instant précis, je suis plutôt satisfait de l'AFDAF. Ça fait pas mal d'années que j'y suis et je trouve que l'AFDAF joue bien son rôle. Après, il y a toute une interrogation qui est, je sais que Marc a le désir en fait de trouver une forme de reconnaissance officielle ou institutionnelle de l'astrologie. Là-dessus, j'avoue que je suis plus sceptique parce que je pense que en France, nous sommes dans un univers très rationaliste et donc c'est très compliqué de faire reconnaître la valeur du symbolisme. Mais pourquoi pas? Bon, bah, merci beaucoup, un grand merci Emmanuel pour le temps que tu as consacré à cette discussion. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin avec toi, tu as un site internet qui s'appelle akarm.fr, akarm.fr, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Ok. Et puis bien sûr, bah, on te retrouve au congrès de Lille le 24 mai. J'ai très hâte. Bah, écoute, merci beaucoup Domiti, merci beaucoup à l'AFDAF. Et donc, je crois qu'on peut dire aussi qu'au Congrès de Lille, eh bien, il y a un certain nombre d'astrologues du Nord qui vont prendre la parole. C'est pas tous les astrologues du Nord, il y en a d'autres aussi, bien sûr. Ouais. Mais donc, je trouve ça aussi très intéressant que le public puisse découvrir ces différentes formes. Donc, on se retrouve le 24 mars. Ouais, oui. 24 mai, 24 mai. Oui, 24 mai. Moi, je dis oui, oui. Oui, oui, avec ces 6 astrologues du Nord, effectivement. Et ceux qui ne prennent pas la parole seront dans la salle, Bien j'espère sûr, bien. bien sûr. Allez, au revoir Emmanuel. Au revoir Domiti, merci beaucoup.